Ok, bon, on y va alors. Bon, alors, je vais faire une petite présentation. Bon, je parle un peu de trucs différents, ça va un peu partir dans tous les sens, mais on va essayer de retomber sur nos pattes à la fin. Ça part quand même d'une compétition de jeu qui m'est chère, à laquelle je participe plus ou moins depuis des années. Plus ou moins, parce que vous allez voir, c'est une compétition qui dure, on va dire, une semaine. Et il y a eu pas mal d'années où je suis juste allé une journée, mais dernièrement, j'y participe à chaque fois durant toute la semaine. Donc, cette compétition s'appelle les Mind Sports Olympiades. C'est une compétition de jeux de plateau, donc je vais montrer juste après un exemple de schedule du truc. Donc on va voir que c'est vraiment très large, il y a vraiment tout un tas de sortes de jeux. C'est à inscription libre, donc tout le monde peut participer. Et généralement, ça a lieu à la fin août. Donc là, j'y étais à la fin août, hein, et ça dure 8 jours. C'est une compétition qui va avoir 30 ans bientôt. Et pour la première fois, en fait, l'an prochain, ça va avoir lieu à Majorque, à Calais, et en avril. Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est la première fois. C'est-à-dire que les 28 premières fois, ça a toujours eu lieu à Londres à la fin août. Et c'est la première fois que ça ne va pas être le cas. Et en fait, il existe aussi une compétition online, euh, en fait, depuis le Covid, parce qu'en 2020 et 2021, enfin, ça n'a pas pu se tenir à Londres parce que tout était bloqué. Donc, en fait, il avait fait online. Et après, ils ont maintenu la compétition online quand même pour le bon. En vrai, aujourd'hui, on s'en fout un peu. Ça nous sert plus éventuellement d'entraînement pour la compétition d'août, quoi. Mais bon, voilà. En gros, les deux existent. Cette compétition, son format, en gros, c'est un peu le format des JO. Donc, en gros, on participe à des events. Et puis, il y a des events qui se passent en parallèle, comme on va le voir. Enfin, comme au JO, quand des fois, il y en a qui font en hangar pendant d'autres cours autour de la piste. Bah là, en gros, c'est pareil, il y a un peu ce style. Et puis, on gagne des médailles, trois mêmes médailles qu'au JO, hein, bronze, argent, or, et puis il y a des classements par pays, qui est le pays qui a remporté le plus de médailles, etc. Mais la particularité, en fait, de cette compétition, c'est que ça ne s'arrête pas là, en fait. C'est pas juste comme les JO où on gagne des médailles. En fait, il y a quelque chose derrière. Il y a une sorte de classement général de la compétition. C'est ça qui motive pas mal de joueurs, notamment. Euh, un petit peu comme si on disait que, je sais pas, Léon Marchand a remporté les JO parce qu'il a remporté le plus de médailles d'or. Enfin bon, en gros, c'est à peu près ça, mais sauf que ça se passe pas exactement comme ça. En fait, ça se passe à travers. Après chaque tournoi, on va scorer un certain nombre de points. Et en fait, la formule, elle est là, donc c'est une formule assez simple, en fait, puisque ça ne dépend quasiment que de N, le nombre de participants à la compétition, et P, la position à laquelle on a fini. Donc typiquement, s'il y a 100 joueurs et que vous êtes premier, bah, le N, enfin, ça fait 100 moins 1 sur 100 moins 1, ça se simplifie, donc il ne reste plus que 100 fois 105 sur 106, quoi, quelque chose qui vaut à peu près 100. Donc en gros, quand vous gagnez, vous rapportez à peu près 100 points. Et après, il y a un petit multiplicateur qui vaut, il y a un bonus de 8% pour certains jeux qui sont considérés comme plus importants. Bon, voilà, en gros, c'est tout. Et en fait, avec ça, il va y avoir la compétition qui s'appelle le Pentamine, qui en fait est le classement général. En fait, on va prendre vos 5 meilleurs jeux. Alors, je vais quand même donner des détails après sur ce que c'est que 5 meilleurs jeux, parce qu'on ne peut pas prendre tout n'importe quoi. Mais en gros, on prend vos 5 meilleurs jeux et ça va vous faire un classement. Et les 5 meilleurs jeux, ben, c'est en gros, c'est les jeux où vous avez le plus de points, quoi. Voilà. Et puis après, il y a aussi des classements par catégorie, où cette fois, on prend les 5 meilleurs jeux d'une même catégorie. Donc là, je vais montrer typiquement, voilà le schedule de cette année. Donc on voit qu'il y a plusieurs catégories de jeux. Donc, par exemple, les jeux violets, on voit que c'est que du poker. Les jeux bleu foncé, c'est que des échecs. Les jeux bleu ciel, c'est que du backgammon. Ça, c'est entre guillemets des sous-catégories, on va dire. Il y a juste un jeu dedans, mais plusieurs versions de ce même jeu. Puis après, il y a on va dire les vraies catégories. Il y a la catégorie verte, catégorie multiplayer, ce qui veut dire 3 joueurs ou plus. Et après, il y a les deux catégories, on va dire, enfin, personnellement, je considère comme principales, mais il y a d'autres qui sont très fans de cette catégorie. Donc la rouge et la jaune. Donc là, c'est des jeux à 2 joueurs. La rouge, c'est les jeux à 2 joueurs à information parfaite, et les jaunes à information imparfaite. Comprendre. Dans la rouge, c'est les trucs, voilà, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de cartes à tirer, etc. Et dans la jaune, bah, c'est plutôt ça, quoi. Il va y avoir un peu des informations cachées. Donc là, vous avez un schedule comme ça qui est donné quelques mois à l'avance. Et chacun va se fixer des objectifs et venir à participer à la compétition. Il y a des gens un peu de partout, hein. Il y a beaucoup d'anglais parce que ça se passe à Londres, mais il y a aussi des Français, des Estoniens, des Italiens, pas mal d'Espagnols, un peu de tout qui se pointent là-bas, quoi. Avec des gens plus ou moins connus pour être forts, quoi. Et donc, pour le Pentaman, quand même, je note une petite chose parce que c'est quand même important. Il faut déjà que tous les noms de jeux soient différents dans vos 5 meilleurs jeux. En gros, vous ne pouvez pas prendre 5 backgammon. C'est un backgammon au plus. Voilà. Il ne peut pas y avoir le même nom dans un jeu. Et en plus de ça, on peut prendre que 3 jeux d'une même couleur. En gros, on ne peut pas prendre 5 verts ou 5 rouges. Ça veut dire jouer la catégorie. Mais il faut au plus 3 d'une même catégorie.
que des noms de jeux différents. Et en plus, il faut au moins 2 longs events. Alors ça, c'est un truc assez chiant. C'est en gros, il y a des events que vous pouvez voir qui durent plus ou moins longtemps. Un long event, c'est un event qui dure au moins une demi-journée. Donc là, par exemple, Catan, le premier jour, c'est l'event le plus long, il dure toute la journée. Ça commence le matin, ça finit le soir. Donc là, vous faites 12 heures de Catan, vous finissez les civets. Voilà. Et vous avez d'autres jeux qui durent un tiers de journée. Ça, c'est pas des longs events. Donc voilà, en gros, vous participez toute la semaine comme ça à des compétitions. Parfois, il y en a certains qui font la technique de faire un break pour se reposer, pour être plus fort le soir, etc. Donc on voit différentes stratégies. Justement, c'est le slide d'après où je vais expliquer en gros quel a été mon parcours cette année, comment j'ai abordé le truc, quels étaient mes objectifs, comment j'ai abordé le truc, quoi. Donc en fait, moi, mon objectif principal cette année, c'était d'essayer de remporter la catégorie rouge. C'est ma quête. Bon, après, je vais parler justement des jeux abstraits, catégorie qui m'est qui m'est chère, quoi. En gros, je l'avais déjà remporté en 2023, donc je voulais défendre mon titre en 2024, et c'est normal. Je voulais essayer de la remporter. Après, je voulais essayer de gagner un maximum de médailles d'or possible. C'est du reste le but. Et si il se faisait que les planètes s'alignaient bien pour moi, j'espérais faire un Pentamind pas trop mauvais. Pourquoi pas un top 10, c'est ce que j'avais annoncé au départ. Bon, on voit qu'au final, j'ai fait 10e pile, mais ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Donc, comment ça se passe ce truc? Le premier jour, déjà, avant de venir, déjà, on établit un planning. On dit, OK, moi, je vais participer à ça, ça, etc., etc. Et je vais essayer de participer au jeu où j'ai le plus de chance, quoi. D'un autre côté, en fin de compétition, des fois, on ne fait pas ça. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, on veut améliorer notre Pentamind, on a déjà 3 jeux rouges, refaire un jeu rouge, ça ne sert plus à rien. Parce que ça améliore pas. Donc, en fait, il faut que je fasse autre chose. Parfois, il me manque un long event, il m'en faut 2, mais j'ai un long event bien, et le deuxième, il est pourri. Il faut absolument que je fasse un long event, même s'ils ne correspondent pas à la base, à ce à quoi je suis le plus fort. Donc, en fait, il y a un peu tout ça qui se met en place. Donc voilà comment s'est passée ma compétition de cette année. Donc le premier jour, ça commençait directement par le Twixt. Donc ça, c'est un jeu, un jeu où, on va dire, j'avais déjà remporté le jeu 8 fois. Donc là, ça a fait 9, voilà. Mais c'est pas vraiment une surprise. On va dire que j'étais quand même attendu au tournant. Donc c'était pas la surprise du siècle. Ensuite, j'ai participé à Hive, donc un autre jeu abstrait. J'ai fini. Alors oui, quand je mets les rangs là, c'est pas exactement les vraies places à laquelle j'ai fini. Enfin, pas forcément pour de vrai. Parce que en fait, c'est plus les rangs que les places. La différence entre rang et place, c'est que s'il y a des personnes qui ont fini ex aequo en termes de points, par exemple, je ne sais pas, vous participez à un jeu où il y a 6 rondes, vous faites 5 sur 6, tous les gens à 5 sur 6, ils finissent au même rang. Donc techniquement, mon résultat peut être dans certains jeux un peu moins bien que ce qui est annoncé là. Par exemple, on voit, si on regarde tout de suite au Seven Wonders en bas, là, on voit que j'ai fini 3e, je n'ai pas écrit bronze. En fait, j'ai fini égalité à la 3e place et au final, j'étais 4e dans le vrai classement. Mais j'ai marqué autant de points que celui qui est 3e. En fait, le tie-break ne vient pas influencer les points qu'on marque dans le jeu. C'est partagé. Donc, du coup, au Hive, j'ai fini 6e, marqué 42 points, c'est pas terrible, hein. Le soir, j'ai fait un poker. Donc là, on voit que le poker, par exemple, j'ai fini 6e. Et là, j'ai marqué 75 points. Alors que juste au-dessus, j'ai marqué 42 points en faisant 6e. Alors en fait, ça s'explique pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y avait beaucoup plus de joueurs au poker qu'au Hive. Donc en gros, je ne sais pas, au poker, disons qu'il y avait 30 ou 40 personnes et au Hive, une douzaine, quoi. Donc ça fait plus de points. Et en plus, au poker, par définition, on ne peut pas être ex aequo. Parce qu'en fait, les gens sont éliminés les uns après les autres. Donc à moins d'être éliminés dans le même quart de seconde, ce qui franchement est ridicule, en gros, les joueurs sont éliminés les uns après les autres. Donc on est vraiment 6e. Tandis qu'au Hive, j'étais peut-être égalité avec le 6e et le 7e. Enfin, si j'étais 6e et peut-être 7e, peut-être même le 8e, je ne sais plus. Mais en gros, il y avait peut-être des égalités qui font que ça a dilué mon score. Comme tu veux dire, au poker, tu ne peux pas avoir genre 4 joueurs qui font tous all-in et il y en a 3 qui partent. Ouais, techniquement, c'est possible. Dans un cas comme ça, j'imagine. Mais ça n'arrive pas souvent. Non, ça peut arriver, mais en tout cas, moi, quand j'ai été éliminé, ça n'a pas été le cas. C'était le seul à éliminer à ma table. Alors, à moins qu'il y ait une autre table, qu'il y ait un mec éliminé, tu vois, dans la même seconde. Mais en effet, il peut y avoir des joueurs éliminés. C'est sur plusieurs tables. Bon, en l'occurrence, moi, quand j'ai été éliminé, je crois qu'il ne restait plus qu'une table. Mais bon. Donc ensuite, le deuxième jour, donc là, bon, le premier jour, c'était un début correct. Deuxième jour, je suis parti sur Lines of Action. Donc là, c'est un jeu que j'apprécie aussi pas mal. J'ai fini 5e, mais ça fait quand même 80 points. Donc notamment pour la catégorie rouge, c'est pas mal. Ça me faisait un deuxième jeu, on va dire au-dessus de 80, donc c'est raisonnable, on va dire. Après, bon là, j'ai fait une petite pause et le soir, j'ai participé au Blocus. Donc ça, le Blocus, c'est pareil, c'est un jeu. Bon là, pour le coup, c'est un jeu vert, mais on peut aussi y jouer à 2 joueurs. À mon avis, c'est encore mieux à 2, mais bon, à 4, c'est aussi intéressant.
Et donc là, ben, j'ai gagné, mais c'est pareil, c'est pas vraiment une surprise parce que j'ai aussi défendu mon titre. J'avais aussi remporté l'année d'avant, donc finalement, c'était pas vraiment la grosse surprise. Le lendemain, j'ai participé aux dames. Là, j'ai fini 4e, 87 points, 3e score rouge. Donc là, jusque-là, bon, ça va. Après, j'ai fait King Domino, première déception, parce qu'en fait, j'étais en tête pendant tout le championnat, j'ai perdu la dernière. Du coup, j'ai switché de la première place à la 4e. Donc là, j'étais un peu dégoûté. Surtout que c'est un jeu auquel je ne savais pas jouer. Genre, j'ai appris les règles 5 minutes avant. Enfin, genre, j'avais fait une partie avant de venir. Et à la première partie, j'ai galéré, j'ai gagné. La deuxième partie, j'ai galéré beaucoup, j'ai gagné pas beaucoup. Puis après, je commençais à me sentir de mieux en mieux. Puis finalement, à la fin, j'ai perdu la dernière. Donc, dommage. Euh, Après Amazon, donc Amazon, bon, j'ai de nouveau gagné, encore un rouge, mais c'est pareil, j'étais aussi tenu du titre, donc en fait, c'est de nouveau pas une surprise. Euh, et après, le soir, là, j'ai fait un break, le soir, j'ai participé à Corridor, je finis 8e, bon, voilà. Donc là, à ce moment-là, on avait fait 3 jours de compétition, donc là, on pouvait faire déjà un premier, enfin, un 4 jours de compétition, on pouvait déjà se dire, alors attends, qu'est-ce que j'ai? Donc là, je voyais qu'en fait, en termes de rouge, j'avais déjà 4 bons scores, mais il me manquait un bon score en rouge pour essayer de m'assurer une bonne place à la catégorie abstraite. Donc là, je commençais à me dire, dans ce qui reste, c'est quand même tendu, parce que les 2 derniers jours, il y a Go et Chianti, donc déjà ça pue, parce qu'en gros, il y a 3-4 Chinois qui vont se pointer, qui vont mettre une piquette à tout le monde, donc je ne vais pas marquer beaucoup de points déjà. Donc ça, généralement, c'est le genre de jeu où ça pue. Othello et Camisado, je suis soit mauvais, soit je ne sais pas jouer, donc je savais que je ne le ferais pas. Donc en gros, il me restait Oware, Breakthrough. Gomoku, c'est un jeu où je me défends, mais enfin bon, il y avait une Estonienne qui est présidente de la Fédération internationale de Gomoku qui participait, ça ne sentait pas très bon non plus, quoi. Bon, je me disais, c'est quand même chaud, il va falloir assurer un dernier truc. Le jour d'après, c'est pas arrivé en fait. Donc là, j'ai fait Lost Cities, j'ai fait un résultat pas terrible. Ensuite, j'ai fait Oware, j'ai fait un résultat correct, j'ai fini 4e, mais c'était pas suffisant pour marquer beaucoup de points. Deuxième déception, parce que j'ai fini 4e alors que j'ai perdu la dernière, sinon j'aurais eu Silver, quoi. Donc là, j'ai assuré le truc, ça a marché. Cube, pas terrible. Enfin, ici, j'arrive et je participe au Breakthrough. Et là, bon, il y avait 5 rondes et je savais que c'était probablement ma dernière chance. Donc j'ai tout donné et j'ai commencé par perdre la première ronde. Donc en fait, le gars qui a eu la médaille d'or, et après j'ai gagné toutes les autres rondes. Donc j'ai pu obtenir la silver et c'est ce qui m'a permis d'avoir un 5e jeu au-dessus de 80 et qui m'a permis de remporter la catégorie abstraite donc une nouvelle fois. Sans ça, c'était pas du tout le cas. Genre, sans ce score-là, je crois que j'étais 4e ou 5e. Donc il fallait absolument, je vous ai sécurisé le truc, c'est passé. Et donc après, les 2 derniers jours, on est typiquement dans le cas où en gros j'avais sécurisé mon objectif principal et donc maintenant mon but c'était d'améliorer mon pentamine. Et en fait, si on regarde mon pentamine, donc si on prend les 3 médailles d'or que j'ai là, donc à chaque fois c'est des short events. Les long events, j'ai mis des petites étoiles à côté. Et les dames, c'était un long event. Donc en fait, il me manque un long event. Actuellement, mon meilleur long event, c'était en plus, c'était King Domino là. J'ai réussi à l'améliorer avec Seven Wonders Duel de 0,23 points. Inutile de dire que c'est ridicule. Euh, et pareil, ça c'était la grosse déception parce que j'ai perdu la dernière alors que sinon je jouais pour l'or. Donc c'est pareil, il y a quand même 3 jeux où en gros j'ai perdu la dernière. Alors que sinon je pense que c'était soit médaille d'or, soit médaille d'argent à chaque fois. Et c'était un peu dommage. Du coup, j'ai pas vraiment amélioré mon score de pentamine, j'ai fini 10e. En fait, ici, là, si je gagne la dernière partie de Seven Wonders Duel, je crois que je finis, je sais plus si je finis 5 ou 6e, mais c'est ça, quoi, en gros, au pentamine. Ça se joue sur une partie, hein, parfois à la fin. Cette partie-là, je peux la gagner et là, je l'ai perdue. Donc voilà, bon, j'étais quand même plutôt content parce que j'ai quand même réussi mon objectif principal de remporter la catégorie abstraite. Donc si on regarde un peu, essayer de regarder ça, je ne sais pas si là on va bien partager mon truc. Là, si on regarde un peu le site, par exemple, on peut voir un peu les résultats juste pour vous montrer un truc. Par exemple, si je prends les. Non, je ne voulais pas faire ça. Je vais faire plutôt. Voilà, si je regarde le résultat de cette année, par exemple, pour vous le montrer, quoi. Là, si je regarde, bah, voilà, ça donne ça. Donc ça a été remporté par un Estonien, Andres Kusk, qui remporte d'ailleurs le pentamine pour la 6e fois, ce qui est un record. 3e, Nkush Candelwall, qui a remporté lui-même 5 fois le pentamine. Et Guilherme, qui est un Portugais qui n'était jamais venu. Il est venu pour la première fois, il a fini 2e, ce qui est un résultat. Il est très jeune en plus, un résultat sympathique. Donc voilà, il y a pas mal d'anglais, mais il y a aussi d'autres choses, des portugais, un estonien, donc des italiens. Voilà, ok, je reprends ici. Voilà le podium final, donc Andrés, Guilherme et Nkush. Et je voulais finir un petit peu cette présentation sur les main sports, et après j'ai passé sur autre chose, par un petit tournoi de Perudo, où vous reconnaissez peut-être quelqu'un, alors à part Nkush, on vient de voir à la photo d'avant, mais sinon peut-être que vous reconnaissez quelqu'un sur cette photo.
Alors non, c'est la personne, on voit mon salarié qui est ici. C'est quelqu'un qui a fait l'actualité la semaine dernière. Moi, cette personne, c'est Denis Hassabis, qui participe tous les ans, un petit peu comme ça, au Mindsport. Il a déjà remporté lui-même 5 fois le Pentamen, mais c'était maintenant, il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans. Et Demis Hassabis, en fait, c'est le CEO de Google DeepMind. C'est le gars responsable de AlphaZero et AlphaGo, les meilleurs programmes d'échecs et de Go. Et c'est le gars qui vient d'être le principal artisan de AlphaFold, une IA qui a réussi en fait, à prédire les structures des protéines. Et la semaine dernière, il a reçu le prix Nobel de chimie pour ça. Ouais, c'est pas rigolo, ce gars-là. C'est pas du tout rigolo. Bon, alors maintenant, on va parler un peu jeux abstraits. Alors, on a fini. Mon fond de commerce à moi, comme vous avez vu, c'est plutôt les jeux rouges. Je voulais faire un petit talk sur les jeux abstraits. Donc, la définition d'un jeu abstrait, en gros, c'est un jeu à 2 joueurs à information complète et parfaite. Information complète, ça veut dire qu'on connaît nos possibilités d'action, on connaît les possibilités d'action des adversaires, on connaît les gains qui résultent de ces actions, on connaît les motivations des autres joueurs. Pas de motivation cachée, machin, etc. Donc, un jeu à information complète, c'est assez simple. Genre, le Shifumi, c'est information complète. Ça correspond bien à tout ça. Par contre, évidemment, ce n'est pas du tout un jeu à information parfaite, puisqu'une information parfaite, ça veut dire qu'on connaît tout l'historique du jeu. Et quand on parle d'information parfaite, on parle de l'historique jusqu'au coup qu'on est en train de jouer compris. Donc typiquement, dans un jeu à information parfaite, il ne peut pas y avoir des coups simultanés. Parce que sinon, on n'a pas vraiment la connaissance du coup qu'on est en train de jouer. On ne maîtrise pas complètement le coup qu'on est en train de jouer, parce qu'il y a autre chose qui est en train de se passer en même temps. Donc ça ne rentre pas dans la catégorie des jeux à information parfaite. Donc vraiment, voilà, les jeux d'information parfaite, c'est vraiment les jeux parfaitement déterminés, on sait où on en est, on joue un coup, bah, ça peut être le meilleur coup, enfin voilà, il y a ce genre de notion. Il y a plusieurs classes de jeux, hein. Donc là, probablement la plus connue, c'est les jeux de capture, puisqu'il y a les échecs et les dames, donc ça, je pars du principe que tout le monde sait à peu près jouer à ça. Il y a des jeux de territoire, comme le blocus, mais aussi le Go, qui est probablement le jeu de territoire le plus connu dans le monde, et puis celui pour lequel il y a des joueurs professionnels, une scène professionnelle, etc. Juste après, je montrerai quelques slides où je présente un peu ces jeux, mais vraiment très rapidement. Puis des jeux d'alignement, comme le Gomoku ou le Connect Six. Très simple, hein, ça consiste juste à aligner 5 pierres ou 6 pierres. Des jeux de course, donc ça je ne vais pas trop en parler. Des jeux de parité, donc des jeux de parité comme Othello, qui est aussi appelé Reversi. Généralement, les gens le connaissent sous ce nom parce qu'il était sous Windows, je crois. Euh, ou le Puissance 4 qui était présent au dernier séminaire. Ce qu'on appelle un jeu de parité, c'est un jeu où généralement, en gros, il y a une notion de parité et à la fin, ben, quelqu'un est obligé de jouer un coup qu'il n'a pas envie de jouer parce qu'il ne reste plus que ça comme place. Typiquement, à puissance 4, généralement, il y a une colonne dans laquelle personne ne veut jouer parce que si on joue dedans, on a perdu, quoi. Donc on remplit tout, puis à la fin, il y a un mec, pas de bol, c'est à lui de jouer, il remplit la colonne, il a perdu, quoi. Donc en gros, il faut prévoir la parité longtemps à l'avance pour être pas le gars qui doit jouer dans la colonne. Voilà. Et enfin, les jeux de connexion, dont je parlerai à la fin de ce talk, on doit connecter des choses, notamment le Hex, probablement le plus connu, et le Twix, dont je vais parler tout à l'heure. Donc par exemple, le jeu Go, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc c'est un jeu de territoire. Donc là, on voit qu'en gros, les blancs et les noirs font chacun un territoire. Et pour compter les points à la fin, à la base, c'est vide, hein, évidemment. On pose des pions, un coup noir, un coup blanc. Et à la fin, ben, il y a des zones comme ça. Et chaque joueur va marquer autant de points qu'il a dans sa zone. Et quand il y a une pierre qui est morte, elle va rapporter un point de plus. Par exemple, là, les pierres où il y a une croix en haut à droite, là, ces 2 pierres blanches qui sont considérées comme mortes, elles vont apporter encore un point supplémentaire à noir. En fait, il y a une notion dans le Go de ce qu'on appelle un groupe vivant et un groupe mort. Donc, quand un groupe est considéré comme mort, ben, les points sont décomptés. On ne peut pas dire, par exemple, bah voilà, bah non, mais ça, c'est 2 points, je sais pas, c'est chez moi, en fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles qui font qu'on ne peut pas considérer ces 2 pierres comme étant chez blanc. C'est vraiment chez noir et c'est mort. Mais je ne rentre pas dans le détail parce que le Go est assez compliqué. Le Gomoku, c'est un jeu beaucoup plus simple, hein. Donc, pareil, on part de 0, on joue noir, blanc, et quand quelqu'un a aligné 5, bah, il a gagné. Donc là, noir vient d'aligner 5 en diagonale, il a remporté la partie. Voilà. L'Othello, je pense que vous connaissez, c'est un jeu où ben, ça part de ça, et par exemple, au début, disons que si y a blanc de jouer, ben, il joue là, ben, il va jouer blanc ici, et ça va convertir celle-là en blanc. En fait, quand on encadre des choses, ça convertit de notre couleur. À la fin, il faut avoir plus de pièces de sa couleur que l'adversaire pour gagner. Et le Hex, dernier jeu que je voulais présenter vite fait, parce que lui, il a un lien avec le Twix dont je vais parler juste après. Le Hex, c'est un jeu de connexion, donc au début, il n'y a rien, hein, c'est vide.
Ça se joue comme ça sur un plateau hexagonal. Il y a un joueur qui doit connecter le haut et le bas, les deux bords noirs. Ça, c'est le joueur noir. Il y a un joueur qui doit connecter les deux bords gauche, donc le joueur blanc. Et donc, on remplit comme ça, tour à tour. Et le but, c'est de faire un chemin qui part du bord gauche au bord droit ou du bord haut au bord bas. Et donc, à ce jeu, on sait qu'il y a forcément un gagnant. Il va y avoir de match nul. Et bon, quelqu'un passe et puis l'autre, il ne peut plus passer, quoi. Par exemple, là, typiquement, dans cette position, qui c'est qui est en train de gagner? Enfin, qui c'est qui a gagné quasiment? Blanc est en position de Blanc, a force. priori. Hein. Il est très en position. Il est très en position de force parce que là, en gros, si noir joue là, blanc joue là. Si noir joue là, blanc joue là. Vous voyez, hop, 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 on avance. Si noir joue là, blanc joue là. Si noir joue là, blanc joue là. Si noir joue là, blanc joue là, etc. Et donc, en fait, là, il est connecté clairement comme ça jusqu'au bout. Noir ne peut plus rien faire, il peut abandonner. C'est une position qu'on abandonne parce que de toute façon, à chaque fois, il y a deux coups, quoi. Si je joue là, il joue là. Si je joue là, il joue là. Et puis, en gros, je ne pourrais jamais passer, quoi. Ça, il faut savoir, le Hex, c'est un jeu qui a été inventé par Pete Hine en 1942, mais qui a été en fait réinventé indépendamment plus tard par John Nash. Donc, et puis il a popularisé le jeu, Nash, à son époque. Il a notamment démontré qu'il n'y avait pas de partie nulle. Et puis plus tard, vous savez peut-être, pour ses travaux en théorie des jeux, notamment sur les équilibres qui portent son nom, il a remporté le prix Nobel d'économie. Là, j'ai mis deux petits slides juste avant de parler du Twix. Les petits slides un petit peu bourrin, peut-être. Parler un peu de complexité, parce que la dernière fois, David, il a parlé du problème SAT, il a évoqué un peu la complexité. Et je voulais mettre juste deux slides là-dessus pour parler de la complexité des jeux, parce que je trouve que c'est assez intéressant. En fait, il faut savoir qu'il y a des classes de complexité. Donc P, c'est la classe des problèmes qu'on peut résoudre en temps polynomial. P-space, c'est la classe des problèmes qu'on peut résoudre en espace polynomial. On va utiliser un nombre de cases mémoire polynomial à l'intérieur de l'entrée. Et après, exp, en temps exponentiel. Et puis, on a évoqué la dernière fois des classes comme NP, CoNP, etc. Bon, elles ont leur définition liée aux machines de Turing, etc. On peut comprendre NP comme, on va dire, les problèmes dont on peut vérifier en temps polynomial qu'une solution est bien une solution. Et surtout, on peut partir du principe, si P n'est pas égal à NP, et on pense que c'est le cas, en gros, qu'un problème difficile de NP n'est pas dans P. Parce qu'en fait, on n'a pas d'inclusion stricte de tout ça. En fait, la seule inclusion stricte qu'on a, c'est entre X et P. On sait que X n'est pas égal à P, quoi. Il y a des problèmes qui sont pas polynomiaux et qui sont en temps exponentiel. Voilà, mais c'est tout ce qu'on sait. Sinon, là au milieu, c'est des inclusions, mais qui peuvent peut-être être égales. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème SAT, donc, qui est dans NP, on l'a vu la dernière fois avec David, en fait, c'est un problème de la forme il existe. Vous vous rappelez, la question c'était est-ce qu'il existe une façon de satisfaire une formule? Voilà. En fait, il faut savoir que tous les problèmes de NP, en gros, ils vont avoir un peu cette forme, de la forme il existe. Mais après, il existe toute une hiérarchie. Par exemple, il y a des problèmes plus compliqués, du type est-ce qu'il existe quelque chose, quel que soit un autre truc, je pose la question. Ou alors, est-ce qu'il existe, est-ce que quel que soit il existe? Et ça, c'est des problèmes, en fait, qui sont à chaque fois plus compliqués. Et si on prend la réunion de tout ça, en gros, la réunion de tous les alternances de il existe, quel que soit, en gros, P-Space, ça va contenir ce truc. Okay, et donc, c'est là qu'on va retrouver des problèmes de type il existe tel que quel que soit, il existe tel que quel que soit, etc., avec une alternance de quantificateurs entre guillemets non bornés, ou tout du moins bornés, mais en la taille du problème, quoi. Donc, par exemple, QBF SAT, qui est le même problème que SAT, mais avec des quantificateurs, du coup, ça devient un problème P-space complet. Donc, comprendre complet comme juste, il a peu de chances d'appartenir à quelque chose en dessous. Par exemple, un problème NP complet, c'est un problème qui est dans NP et qui a peu de chances d'être dans P. P-space complet, c'est un problème qui est dans P-space et qui a peu de chances d'être en dessous, etc. Un jeu abstrait, en fait, il faut savoir que c'est gros dans P-space ou dans Exp. Pourquoi? Parce que, en fait, et donc c'est un problème difficile. Résoudre un jeu, c'est un problème difficile. Et pourquoi c'est le cas? Parce qu'en fait, réfléchissons à ce que veut dire résoudre un jeu. Ça veut dire qu'il y a une stratégie gagnante. Et dire qu'il y a une stratégie gagnante, c'est quoi? C'est dire il existe un coup pour le joueur 1, tel que quelle que soit la réponse du joueur 2. Il existe un coup pour le joueur 1, tel que quelle que soit la réponse du joueur 2. Il existe un coup, etc., etc., de taille plus ou moins grande, tel que le joueur 1 gagne. C'est ça, avoir une stratégie gagnante pour le joueur 1. Et donc, du coup, ça envoie naturellement vers P-Space, voire pire dans Exp. En l'occurrence, j'ai mis juste un petit slide pour expliquer les trucs. En gros, les échecs, le go, les dames, ça va être Exp complet. Et Othello, Gomoku, X, ça va être P-Space complet. Et en fait, qu'est-ce qui va faire que des choses vont être plutôt dans Exp et des choses plutôt dans P-Space? En fait, c'est la durée de la partie. C'est-à-dire que si vous regardez Othello, Gomoku, X, ils ont un point en commun. C'est que le plateau est taille NN et en fait, on ne peut pas jouer plus de N carré coup parce qu'après, le plateau est complet.
Alors qu'aux échecs, aux dames, à la limite, on fait des allers-retours, on bouge un cavalier, on le remet à sa place, et finalement, on peut tourner comme ça pendant très très longtemps. Donc les jeux où on peut tourner pendant longtemps, ça a tendance à être time complet, et les jeux dont la taille de la partie est bornée, ça a tendance à être piece-space complet. Voilà, donc c'est juste un petit aparté sur la complexité des jeux. Et maintenant, je vais finir ce talk par quelque chose sur le Twixt. Donc c'est ce jeu-là, vous voyez, sur le plateau. Ça a été inventé par Alex Randolph en 62. Il a inventé une centaine de jeux. Il a eu le bon goût d'inventer Ricochet Robotnik aussi. Oui, je me rappelle de ça. Un personnage incroyable. Donc les règles du Twixt, voilà ce que c'est le jeu. Donc ça commence évidemment par... Il n'y a rien, hein. C'est un plateau 24 par 24. Au début, tout ça, c'est vide. Il n'y a pas de capture, pas de déplacement. On pose un pion. Et si jamais on a deux pions à soi qui sont espacés d'une distance de 1, on met un pont. Les ponts ne peuvent pas se croiser. Il y a des variantes où on autorise les ponts de sa propre couleur à se croiser. Pourquoi pas, ça ne change pas grand-chose. Mais évidemment, les ponts ne peuvent pas croiser les ponts de l'adversaire, puisque sinon le jeu n'a plus aucun sens, puisque le but, bah, c'est comme le hex. Hein. Pour les noirs, c'est de relier la gauche à la droite, et pour les blancs, c'est de relier le bas à le haut. Et donc, c'est en faisant des ponts qu'on bloque les ponts adverses. Si les ponts pouvaient se croiser, ça serait complètement crétin. Donc voilà. Et généralement, on utilise la pie rule, donc la règle de la tarte, qui est en fait la meilleure façon, on dit, pour partager une tarte entre deux enfants gourmands, par exemple. En fait, on prend la tarte et on dit au premier enfant de couper la tarte en deux. On dit au deuxième enfant de choisir quelle part des deux il veut. Du coup, ça oblige le premier à couper vraiment pile poil au milieu. Il ne veut pas se faire arnaquer. Et donc, en fait, dans un jeu, la paille roule, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à dire, OK, le joueur blanc, il commence. Mais juste après qu'il a joué un coup, le deuxième joueur peut décider s'il veut jouer cette partie avec les blancs ou avec les noirs. Donc, ça oblige le premier joueur à jouer un coup blanc, pas trop fort. Et ça équilibre la partie. Voilà. Donc maintenant, je vais évoquer un petit peu les stratégies de base du Twix. Alors là, je vais avoir besoin de partir sur un commentateur, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Là, on voit bien mon écran aussi. OK. Au début, est-ce que je peux zoomer un peu? Ouais. Donc, si je reprends un petit peu ça, donc, stratégie de base, jouer des patterns connectés. Bon, ça veut juste dire ça, hein, par exemple. Je vais vous en faire quelques-uns, hein, histoire de dire. Voilà, donc, ça, en gros, c'est des patterns qui sont connectés. C'est-à-dire qu'en fait, là, le 3-3, ben, les blancs, ils peuvent se double connecter comme ça ou comme ça. Ici, c'est pareil, le 1-3, ben, on peut se connecter. Non, attendez, que je pars sur noir, donc par exemple, on peut se connecter comme ça, comme ça. Après, les blancs, c'est pareil. Ici, là, le 0-4, il peut se connecter comme ça ou comme ça. Et il y a même un pattern encore plus grand, qui serait celui-là, là, le 2-5. C'est le pattern connecté le plus grand au Twixt. En gros, si jamais blanc essaie d'envahir, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer ça, et en fait, on retrouve le 1-4 au-dessus. Et du coup, bah, s'il fait ça, on fait ça. Et s'il fait ça, on fait ça. Donc, en fait, on est connecté. Même s'il essaie de nous couper au milieu, on arrive à se connecter. Voilà, donc en gros, ce que peut vouloir dire jouer des patterns connectés. Ensuite, défendre au-dessus des lignes. Alors, en effet, sur le plateau, on voit qu'il y a des lignes vertes là qui sont tracées. En fait, c'est pour aider. Parce que typiquement, si par exemple blanc veut se connecter comme ça et que noir bloque comme ça, quoi. En gros, quand je suis sur la ligne, en fait, c'est très bon signe pour moi parce que ça veut dire que je vais gagner. En fait, si on va au bout de cette ligne, euh, là, en fait, il faut savoir que la toute première ligne et la toute première colonne, en fait, elle est réservée à un joueur. Il n'y a que blanc qui peut jouer sur la première et la dernière ligne, et il n'y a que noir qui peut jouer sur la première et la dernière colonne. Donc en fait, là, noir ne peut plus rien faire. Il y a un moment donné où blanc va pouvoir jouer ça quand il veut, en fait. C'est pas bloquable. Donc en gros, l'idée, c'est que quand on est sur la ligne, bah, c'est nous qui passons. Donc si jamais noir nous bloque plutôt avant, c'est-à-dire que si par exemple on est comme ça, là par contre ça marche plus, là on voit que c'est noir, bah, c'est noir qui va aller taper sur son côté, quoi. Donc en effet, il faut faire attention aux lignes et pas aller bêtement en direction d'un truc alors qu'en fait c'est juste bon pour l'adversaire. Ensuite, on peut jouer des coups équilibrés qui nous aident aussi bien d'un côté que de l'autre. Alors ça, par exemple, je peux vous montrer un exemple. Typiquement, disons que blanc, disons que blanc veut quand même par exemple passer comme ça, disons que noir est ici. Attendez, ça me plaît pas trop. Je vais mettre ça un peu plus comme ça.
J'essaie de vous trouver un exemple qui est quand même sympa. Voilà, par exemple, si en gros je fais ça, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de trouver comme réponse pour noir? Bon, là, vraisemblablement, si je laisse aller par là, ça ne va pas être bon, quoi. Donc on pourrait dire je fais ça. Mais si je fais juste ça, en fait, ben, en gros, là, il va se passer ça et on voit bien qu'il est du bon côté. Donc c'est lui qui va taper. Donc en fait, il va l'emporter. Donc en fait, ce que veut dire jouer un coup équilibré, c'est qu'en fait, on peut regarder tous les coups qui tournent autour de ce pion et qui permettent de faire aussi bien que ça. Par exemple, ça, si ça permet aussi de se connecter là, c'est mieux déjà. Mais en fait, ça ne permet pas non plus de faire quelque chose. Mais on peut regarder plus loin. Par exemple, si je fais ça, ça a l'air d'être bon aussi, parce que par exemple, si blanc joue ça, je pourrais toujours jouer ça. Donc a priori, ça a l'air d'être raisonnable comme coup. Et là, s'il joue ça, peut-être que maintenant, ce coup, il va m'aider à peut-être le bloquer. Genre, typiquement, par exemple, si je joue ça, encore, bon, ça en vrai, ça marche pas, c'est pour ça que l'exemple n'est pas ultra bon, mais si c'était vous, là, par exemple, qu'est-ce que vous feriez pour essayer de gagner avec les blancs? Appel. Et sinon, comment vous pourriez essayer de gagner? Alors, de base, attendez, je vais vous en faire. On part avec les blancs, on part en milieu, non? Attends, je vais vous en faire un de l'autre côté encore parce que. De base, en bas, là. Ici, si vous voulez passer avec les blancs pour essayer de toucher le bord en bas, qu'est-ce que vous pourriez essayer de jouer? Le L19, non? Ici, je réponds ça, Ah oui, ça passe. ça passe pas. C'est pas ouf. Et si tu vas par là, bah, c'est pas ouf non plus. En fait, il y a un coup qui peut être intéressant, c'est de jouer ça. Je joue le pattern 3-1, je menace de passer soit par là, soit par là. Donc là, noir pourrait tenter cette défense-là, parce que comme ça, quand tu joues ça, je remonte ici. Mais là, on voit que les blancs, ils accrochent la ligne, et donc c'est bon pour blanc. Donc techniquement, tu pourrais tenter la même chose là, sauf que là, on va voir que ça marche pas. Quand tu joues ça pour blanc, si tu joues ça pour blanc, tu pourrais tenter le même truc. Regarde, si je défends noir là, je peux jouer blanc là, et après je joue noir là, et finalement, bah, je t'ai un peu couillonné quand même. Là, c'est plus clair du tout maintenant. Parce que là, en gros, tu m'as laissé un petit peu menacer de me connecter à gauche à droite, donc j'ai un peu réussi mon coup. Donc on voit que toute cette complication, elle part du fait que ici, bah, j'ai joué ce coup-là, plutôt que de jouer ce coup-là qui ne me sert à rien pour me connecter de l'autre côté. Ce coup-là ne me sert à rien pour me connecter à droite. Il ne me sert que pour me connecter à gauche. Tandis que ce coup-là, il a l'air de me servir à la fois pour me connecter à gauche et à droite. C'est ça que ça veut dire, ce truc-là. Faire des échanges de coups qui améliorent notre position, mais pas celle de l'adversaire, bah, ça veut simplement dire que, par exemple, typiquement, si à un moment donné, je ne sais pas, moi, j'ai une position. Disons que si j'ai une position comme ça et que j'estime que là, avec les blancs, j'ai aucune chance de passer, en gros, j'estime que là, le noir est connecté. Et ben, pour moi, ça peut être bon de faire cet échange, en fait, par exemple, parce que tous les coups que je viens de rajouter ici pour blanc, ils vont peut-être m'aider à connecter vers le haut. En fait, admettons qu'ici, par exemple, j'arrive à jouer blanc là et j'arrive, par exemple, à faire ça et à me reconnecter là. Et ben, tout ça va peut-être me servir ensuite à connecter vers le haut. Tandis que tous les pions noirs qui viennent d'être joués ici ne servent absolument à rien pour se connecter vers la droite. En fait, ceux-là, ils servent juste à se connecter à gauche. Donc, si j'estimais que dans cette position, les noirs étaient déjà connectés à gauche, bah, rajouter des pions noirs ici, ça ne sert à rien. Par contre, rajouter des pions blancs ici, ça peut moi me servir plus tard pour me connecter vers le haut. Donc, faire des échanges de ce type, ça peut être intéressant. Connaître les patterns d'attaque, bon, bah, c'est un peu ce que je viens de vous montrer, hein. Par exemple, savoir jouer derrière le gars, là, comme je viens de vous montrer en 3-1, ça peut être un pattern d'attaque. Un autre pattern d'attaque qui peut être intéressant, ça pourrait être par exemple, je ne sais pas moi, si par exemple quelqu'un fait ça, ça peut être intéressant comme pattern d'attaque de jouer ça. Alors que là, vous voyez, en gros, le noir essaie de nous bloquer pour aller nous connecter en haut, pardon. Si je joue ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que si noir joue là, par exemple, bah, je peux jouer ici. Maintenant, je continue de menacer par là, et si je joue ça, ben, je passe par ici, et au final, on voit que j'ai réussi. Et si jamais il veut plutôt me bloquer de l'autre côté, ben, je fais pareil, je bloque là, il bloque là, et finalement, je suis là, et là, je vois que je suis bien aussi, quoi. Là, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, on voit que ce coup fonctionne pour passer en force, par exemple, sur une défense de style. Bon. Enfin, toujours avoir deux idées pour se connecter. Donc, là, c'est un petit peu la base. C'est un peu la base, hein. Toujours essayer d'avoir deux idées, parce que si tu n'en as qu'une, ben, il te la bloque, et après, tu peux avancer. Donc, avoir deux idées, c'est un peu lié à tout le reste. Euh, D'ailleurs, il y a un truc qui est contre-intuitif, c'est qu'en début de partie, il est souvent fort de jouer parallèlement aux deux côtés qu'on veut connecter. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si jamais on fait ça, par exemple, hein, je montre un exemple, mais si par exemple on fait ça, bah là, si jamais noir, par exemple, il arrive à me bloquer,
Ben, en fait, j'ai du mal à aller vers le haut maintenant. Je suis complètement bloqué. Supposons, imaginons que blanc, il est commencé, on va dire, comme ça. Donc là, on voit que ces trois pions, ils sont connectés facilement, soit ici, soit ici. Bah, si jamais pour me connecter au top, noir, il veut me bloquer là, bah ok, c'est pas grave, je passe par là en fait. Et si pour aller vers le bas, noir, il bloque par ici, bah ok, je peux passer par là. Et si jamais il décide plutôt de me bloquer par là, bah, je peux passer par là. En fait, l'idée, c'est que si j'ai un truc parallèle au milieu, je suis pas très loin du bord haut et du bord bas, mais peu importe avec quel pion je vais utiliser. On ne sait pas si je vais partir de la droite ou de la gauche. Donc en fait, c'est beaucoup plus difficile de me bloquer. Et donc, je vais terminer cet exposé sur le Twix par présenter une partie, par exemple, là, que j'ai joué contre quelqu'un qui s'appelle David, de Slovaquie. Donc voilà, donc ça, c'est le premier coup qui a été joué pour équilibrer la partie. Ça n'a pas été swappé. Ensuite, il y a eu cette réponse. Les blancs ont joué ça, les noirs ont joué ça, les blancs ont joué ça. Donc là, typiquement, ce coup blanc, ce que ça veut dire, c'est que c'est moi, j'ai les blancs. Là, ce que je menace avec ce coup, c'est soit d'essayer de passer de en haut à droite jusqu'à ça, jusqu'à ici, puis en bas, soit de jouer quelque part par ici et de passer directement sur la gauche. Donc en fait, j'ai deux idées. Soit je vais passer directement sur la gauche, soit je vais passer par le milieu. Donc lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dit ça. Et ça, c'est un coup intéressant parce qu'en fait, ça dit, bah, si tu joues là, je vais jouer par là, quoi, et en gros, je vais te bloquer ton haut. Mais si jamais tu essaies de passer au milieu, bah, c'est ici que je vais jouer, et en fait, je vais te bloquer ton haut ici. Donc en fait, ce coup lui permet d'être fort à la fois vers la gauche et vers la droite. Et donc, il va pouvoir me bloquer mes deux chemins suivant où je joue. Donc là, moi, je fais pareil, je relance le truc, je joue ça, et là, je suis en train de dire, bah ouais, mec, mais moi, je fais pareil. Maintenant, je menace carrément de passer tout droit sur la droite, là, ou bien de passer par le milieu comme ça et de venir comme ça. Lui, il fait pareil, il joue un coup comme ça. Donc là, en gros, c'est une nouvelle fois pour essayer de me bloquer à la fois ici, mais aussi de l'autre côté. Je continue de faire pareil. Il joue ça. Je vais encore plus loin. Donc là, en fait, on voit qu'en fait, je dresse une espèce de barre ici qui va me permettre de me connecter vers le bas assez facilement. Et là, je menace aussi de jouer un coup par là et de passer en ligne droite sur la gauche, quoi. Donc là, il est inquiet et il joue ça pour me bloquer. Donc là, il vient de me bloquer. Donc maintenant, j'ai plus le choix. Il faut que je joue. Bon, alors, je vais encore plus loin. Je peux rejouer ça éventuellement, oui. C'est-à-dire que là, je dis, bah, attends, je renforce encore ma position par le haut et je menace de passer directement en ligne droite sur le bas. Donc là, pareil, il dit non. Là, on continue des petits échanges de ce type. Et là, finalement, là, j'ai plus le choix. Là, on voit qu'il est relié, en gros, hein, il est relié d'ici à comme ça, ensuite à comme ça, parce que là, vous voyez qu'en gros, si jamais je fais ça, il peut faire ça. Donc en fait, là, il est connecté, quoi. Donc on va dire qu'il est connecté comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, il faut absolument que je le bloque ici et que je passe sur la droite, sinon c'est perdu, quoi. Donc là, j'interviens, je joue ici. Il essaye de défendre, mais malheureusement, ça ne marche pas parce que là, en gros, si jamais il joue ça, bah, c'est moi qui suis sur la ligne et je passe. Et là, il a abandonné parce qu'en en fait, il considère que ça, bah, c'est très facile à se connecter au nord parce que bah, lui, il n'a aucune pierre et moi, j'en ai 4 pour me connecter. Et en vrai, c'est vrai, c'est très facile de se connecter au top alors que lui, il n'a absolument rien, quoi. Donc, voilà à peu près à quoi ressemble une partie de Twix. Et pour finir cet exposé, d'ailleurs, il est 14 heures, j'ai mis en lien des endroits où on peut jouer éventuellement à n'importe quel jeu abstrait. Il y a de tout. Donc, ceux qui veulent découvrir, bah, vous pouvez vous amuser. Et voilà, s'il y a des questions, prochaine session. Et j'ai mis des idées en lien avec la présentation du jour, si quelqu'un voulait avoir des idées de génie à présenter pour la prochaine fois. La théorie de la complexité, on en a déjà parlé, j'en ai remis une petite couche, mais si quelqu'un veut faire une présentation là-dessus, ça peut être bien. L'IA et les réseaux neuronaux, les AlphaZero, AlphaGo et AlphaFold d'Emis et Google DeepMind, c'est des choses qui reposent sur les réseaux neuronaux. Si quelqu'un y connaît quelque chose, ça peut être sympa. Et puis pourquoi pas la théorie des jeux et les équipes de nage, j'en ai parlé tout à l'heure, ça pourrait être un sujet intéressant aussi. Voilà. Et ben, Donc, il est 14h01, franchement, c'est très cool. si vous avez Est-ce qu'il des y a des idées et que vous questions? souhaitez... Oui, pardon. Si vous avez des questions pour Florian, c'est possible. Puis je vous parlerai de la suite après. Yes, bah, on peut envoyer des mails, mais s'il y a des candidats qui veulent parler de quelque chose, de tout et de n'importe quoi, je rappelle, hein, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Il se trouve que c'est toi qui as commencé, en fait. C'est Blanc qui a commencé à cette partie contre David, là. C'est moi qui ai commencé, c'est lui qui a décidé de ne pas swapper. Il aurait pu décider de jouer les blancs, il ne l'a pas fait. D'accord. Typiquement, un jeu où tu retires cette règle, tu penses que le jeu est déséquilibré? Ah oui. Ah ouais, bah, c'est un gros avantage pour le joueur 1. D'accord. Ouais, non, c'est sûr que c'est un gros avantage pour le joueur 1. En fait, dans ce genre de jeu, que ce soit le Hex, le Twix ou d'autres jeux de ce type, le Gomoku, on doit aligner des pierres, etc., il y a une règle qui est assez claire, c'est qu'un coup n'est jamais un désavantage. C'est-à-dire avoir un pion quelque part sur le plateau, ça ne peut pas te désavantager.
Ouais. C'est pas vrai, hein, par exemple, aux échecs. Aux échecs, par exemple, tu peux être échec et mat parce que ton roi est bloqué par une de tes propres pièces. Donc tu peux pas partir du principe que dans tous les jeux, ça c'est vrai. Mais dans le Twixt ou dans le Hex, par exemple, Un coup au hasard. un coup au hasard ne peut pas détériorer ta position, en gros. C'est d'autant plus vrai que, parce que dans le Twix, j'ai dit quand même qu'on ne pouvait pas croiser ses propres chemins. Donc en théorie, ça pourrait être néfaste. En fait, il faut savoir qu'au Twix, où tu n'as pas le droit de croiser tes propres chemins, il y a une règle qui dit qu'à la fin de ton coup, tu peux réorganiser tes ponts. C'est-à-dire que si tu as fait ce pont-là, mais qu'en fait tu veux faire celui-là, bah, tu peux switcher à un autre pont. Donc ça ne te gêne vraiment pas d'avoir des ponts et des machins, tu peux toujours les réagencer. Au Hex, c'est encore plus clair. Tu te rappelles, tu joues dans des hexagones, bah voilà, tu prends le contrôle de l'hexagone. Bon, bah, prendre le contrôle d'un hexagone, ça ne peut pas détériorer ta position pour connecter à gauche à droite, quoi. Donc dans ces jeux-là, généralement, c'est un gros avantage de commencer et on utilise la règle du swap, quoi. Pas d'autres questions? Très bien. Je sens arriver. Oui, je réfléchis un peu en même temps, mais il y a des jeux où tu dis qu'il existe une stratégie gagnante. Hein. Alors, un jeu où tu peux démontrer qu'il existe une stratégie gagnante, Genre, déjà, c'est souvent un jeu où on a commencé par démontrer, alors c'est pas forcément le cas, hein. Soit le jeu est facile, et dans ce cas-là, ça peut très bien être démontré que genre le joueur 1, par exemple, a une stratégie gagnante, voire le joueur 2, hein, ça dépend des jeux. Mais après, il y a aussi des jeux, par exemple le Hex, tu peux démontrer facilement que le joueur 1 a une stratégie gagnante, sans le swap, hein. Oublions le swap. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nash a démontré qu'il n'y a pas de partie nulle. Donc une fois qu'il n'y a pas de partie nulle, bah, si tu veux, ne pas avoir une stratégie gagnante pour le joueur 1, avec les lois de De Morgan que tu peux appliquer, en fait, c'est équivalent à avoir une stratégie gagnante pour le joueur 2. Okay. Et ça, en fait, on peut démontrer assez facilement que c'est impossible que ce soit le cas, parce que, encore une fois, ça peut être un mauvais coup de jouer. Donc si un joueur a une stratégie gagnante, c'est forcément le premier joueur. En l'occurrence, avec le swap, c'est le deuxième joueur qui a une stratégie gagnante, parce qu'il peut décider de swapper. Donc à chaque fois que tu utilises le swap, c'est forcément le deuxième joueur qui a une stratégie gagnante. Enfin, ça peut pas être le 1, quoi. Mais il y a plein de jeux où personne n'a une stratégie gagnante, pour la bonne et simple raison que l'issue normale du jeu, c'est match nul. Donc voilà, ceux-là, tu ne vas pas trouver de stratégie gagnante. Parce que justement, je vais prendre l'exemple de Hex. Du coup. Ouais. Est-ce que c'est un jeu typiquement où les ordis actuels, ils ont 100% de réussite sur celui qui a une stratégie gagnante? Ou est-ce que même à leur niveau, on est encore loin de l'avoir, la stratégie? J'en sais rien. En tout cas, je te dirais qu'au niveau du PC le plus puissant, il arrive à gagner, peu importe qu'il soit le joueur 1 ou le joueur 2. Alors en fait, aujourd'hui, il me semble que sur X, il faudrait demander à Abdallah parce que c'était un peu son sujet de recherche, mais il me semble que sur X, ce qu'il disait, c'est sur des plateaux petits, on sait construire explicitement une stratégie gagnante. Sur des plateaux qui sont grands, on n'a pas une stratégie complète gagnante. Par contre, on a des outils et des méthodes qui permettent de s'en approcher, enfin, du moins d'avoir des bonnes stratégies. Et effectivement, je pense que quelle que soit la taille du plateau, quasiment, les IA arrivent à gagner contre n'importe quel humain. Quelle que soit la taille du plateau de nom, par exemple, en 2x2, si je commence, je suis sûr de gagner. Mais oui, dès que le plateau est une taille à peu près raisonnable, tu te fais un peu poutrer, quoi. Mais parce qu'il est vraiment très très fort, hein, le PC maintenant. C'est vraiment horrible, en fait. Ce que j'avais en tête, c'est plutôt si tu mets la même IA face à face, est-ce que dans la position qu'a la stratégie gagnante, elle gagne dans 100% de IA? Ça ne m'étonnerait pas. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça ne m'étonnerait pas, oui. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Non, mais c'est vrai que là maintenant, le niveau des IA, mais ça a beaucoup progressé honnêtement ces dernières années. Il y a 10 ans, c'était pas pareil. Il y a 10 ans, en plus, surtout sur des jeux comme ça, pas trop connus, bah, il n'y avait pas des PC hyper forts. Mais maintenant, ils ont développé tout n'importe quoi. C'est devenu infect. Mais c'est pas le concept de l'IA aussi, qu'il n'y a pas besoin de forcément une grosse expérience sur le jeu. Ouais, enfin, en fait, maintenant, elles sont tellement fortes que, franchement, c'est vite horrible. Hein. Ça joue vraiment très très fort. Quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Si moi, là, je passe l'après-midi à inventer un jeu abstrait, est-ce que l'IA, à la fin de la journée, elle sera de toute façon meilleure que si d'un coup, il y avait une compétition mondiale sur 10 ans? Très franchement, j'en serais à peine étonné. J'en serais à peine étonné parce que maintenant, tu as même des IA qui jouent à n'importe quoi. Genre, tu leur files les règles, elles avalent les règles et elles travaillent un peu et elles te sortent un jeu qui est quand même assez puissant. Quoi. Voilà. Alors, elles sont peut-être pas tout de suite la meilleure, mais enfin bon, tu laisses un peu de temps, ça devient terrible. Je te dis, il y a 10 ans, c'était pas du tout comme ça. Et aujourd'hui, c'est
Aujourd'hui, c'est vraiment un fait. Ça joue tellement fort que, en vrai, la chance qu'on a parfois sur certains jeux pas trop connus, c'est qu'en fait, il n'y a juste pas d'IA parce que personne s'est fait chier à la développer, quoi. Mais, euh, mais c'est de moins en moins vrai, hein. Il commence à y avoir des IA pour tout et n'importe quoi et ça joue bien, quoi. Ça joue même très bien. Mais l'IA, les réseaux neuronaux, moi, j'y connais pas grand-chose au réseau neuronaux, pour être honnête. Mais si quelqu'un peut se lancer dans une présentation de ce type, je serais très preneur. D'autres questions? Bon, on Moi, arrête là? j'ai juste une question, s'il te plaît. Ah, Tu nous as montré ouais. tout à l'heure que du coup, dans la partie, ton adversaire David, il a abandonné assez vite. Du coup, j'imagine qu'à un certain niveau, au bout d'un moment, un des deux joueurs arrive à savoir que la partie est finie pour lui. Donc, en fait, il n'y a aucune partie qui se termine réellement. C'est ça, à un haut niveau? Ouais, Pour enfin, l'exemple du Twixt. moi je suis un peu un. Moi, je vais pas te mentir, je suis un peu un bourrin. Généralement, je joue jusqu'à la fin de la game. Mais bon, Ok, ça ok, dépend des ok. gens, ça dépend des styles. Moi, enfin, genre, allez, j'ai éventuellement abandonné si vraiment je considère que j'ai aucune chance. Mais sinon, vraiment, j'abandonne pas. Déjà, premièrement, il faut savoir quand tu fais des compétitions, il y a souvent une pendule. Donc déjà, on Ok. peut perdre autant dans une position gagnante. Ça arrive, mais ça arrive souvent et à tout le monde, hein. C'est-à-dire que ça fait partie du jeu de ne pas prendre trop de temps pour arriver à une position gagnante. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu as 10 minutes et tu utilises 9 minutes 30 pour arriver à une position gagnante, et qu'en 30 secondes, tu dois jouer encore 80 coups, bah en fait, ok, tu es dans une position gagnante, mais tu as perdu. Ouais, t'as Donc, plus le temps il de. faut Ouais. il faut aussi que, arriver à une position gagnante, tu sois capable de le faire en temps raisonnable. Donc, complexifier une position pour retarder quelqu'un, ça peut aussi être une stratégie. Ok. Donc, voilà. Si. Yes. J'avais une dernière question, c'est tu nous as montré le système de Ouais, scoring dis-moi. en Angleterre, enfin à la compétition Ouais, MSO quoi. Et du coup, est-ce que si ouais. tu nous incites à y aller, c'est parce que ça te fera plus de points parce que tu te battras contre des gens moins forts que toi? Non. Non, parce que alors déjà, en plus, il y a plein de trucs. C'est que moi, déjà, je milite avec d'autres pour changer cette règle déjà. Je n'aime pas du tout la règle actuelle. D'ailleurs, c'est même pour ça que je n'en fais pas. Je ne fais pas du classement général un objectif premier, parce que je déteste cette règle qui en fait, part d'un constat qui est faux. En fait, ça part d'un constat qui est que plus il y a de joueurs dans un jeu, plus ça va être difficile de le gagner. Parce que techniquement, cette formule n'est reliée qu'au nombre de joueurs dans le jeu. Et donc, ça a l'air de dire que plus il y a de participants dans le jeu, plus ça va être difficile de gagner. Et ça, c'est complètement faux. En fait, par expérience, ce qui rend le jeu plus difficile à gagner, c'est l'ajout de forts joueurs, pas l'ajout de joueurs. Si tu ajoutes 90 débutants, on est d'accord que, à la limite, le jeu est même plus simple à gagner. Donc de base, moi, déjà, je suis là, j'aimerais rénover complètement de fond en comble ce truc pour que ça dépende beaucoup moins du nombre de joueurs, etc., que ce soit beaucoup plus axé sur, ben voilà, tu as remporté un jeu, ça va te faire tant de points, etc. Enfin, bon, en tout cas, un mix des deux. Il y a actuellement des discussions avec l'organisateur, etc., pour justement essayer de revoir cette formule, voir comment est-ce qu'on pourrait l'adapter pour que ce soit moins bordélique. Parce que là, tu vois, typiquement, un truc qui se produit et qui, moi, me fait vraiment chier, c'est que tu prends le Go, par exemple. Bon, un jeu très sérieux, très complet, très. Voilà. OK, mais tu vois 5 Chinois qui se pointent, qui sont des mecs semi-pro de Go, par exemple, voire pro. Bah, ok, t'as plus aucun intérêt à participer à l'event de Go, parce qu'au mieux, tu vas finir sixième, parce que tu vas te faire massacrer. Et avec sixième, en fait, tu vas pas marquer à 7 points. À la limite, il vaut mieux que tu ailles faire. Tu vois, ça se trouve, tu vas faire 12e à Catane, où il va y avoir 70 joueurs, et en fait, tu vas marquer plus de points que le mec qui fait sixième du Go et qui a peiné, mais comme pas possible pour arriver jusque-là, quoi. Donc en fait, c'est un peu ridicule. Par contre, même, quand tu pousses le truc jusqu'au bout, tu peux même avoir une médaille d'or qui vaut moins de points qu'une septième place à un jeu où il y a vraiment beaucoup de participants. Et ça, c'est quand même un petit peu, c'est un petit peu grotesque de mon point de vue, et du point de vue de pas mal de forts joueurs. Et on essaye de discuter avec l'organisateur pour qu'il revoie un peu ce point, en fait. Le jour où il reverra ce point, je ferai peut-être du pentamine un objectif numéro un, mais tant que c'est pas le cas, euh, moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop parce que c'est un peu débile, en fait, d'aller se creuser la tête comme un fou pour aller remporter un jeu et marquer tant de points, et voir un mec en fait qui marque plus de points que toi en faisant huitième à Catane, en lançant des dés, etc. Quoi. Je dis pas que Catane c'est pas bien, j'adore le jeu, hein. Mais je veux dire, c'est abusé de voir un mec faire huitième à Catane marquer plus de points qu'un mec qui est, je sais pas moi, champion du monde de l'X of Action par exemple. Et pour le coup, on n'est pas loin de ça en fait.
Donc cette formule mérite d'être revue un petit peu, et il y a une discussion qui a lieu en ce moment même. On va voir ce que ça va donner. Voilà. C'est bon? Ciao, à plus.